Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Dans cet épisode, je voudrais vous partager ma stratégie en 6 étapes si je devais créer une entreprise aujourd'hui en repartant de zéro. Il y a 10 ans, j'ai créé une société, il y a des choses que j'ai bien réussies, il y a des choses que j'ai un peu moins bien réussies. Si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, voici ce que je ferais précisément en apprenant des choses qui ont fonctionné et en laissant de côté les quelques erreurs qui m'ont plutôt servi de leçon pour pouvoir créer une entreprise qui fonctionne avec de la sérénité et du bonheur à l'intérieur. Mais avant de démarrer, je suis Baptiste du Mémo, je suis freelance, j'accompagne des entreprises pour les aider à déployer la bonne stratégie et les bons outils pour performer. Je crée du contenu aussi en parallèle, je crée des petites formations, voilà, je fais pas mal de choses. Et donc dans ce podcast, une fois par semaine, j'essaie de traiter un sujet, souvent que j'ai traité dans la newsletter. Donc si vous préférez la version écrite, pour le lire tranquillement quand vous avez un moment au calme, plutôt que d'écouter cet épisode, normalement le lien doit être en description, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà pour l'intro. Donc je disais, cette semaine, je voudrais vous partager cette stratégie-là en 6 étapes. J'ai noté 6 points, je vais les dérouler. Mais avant ça, je voudrais parler aussi un petit peu des actus. Il n'y en a pas beaucoup. La première actu, il y en a 3, hein, vous allez voir, ça va être assez vite. La première actu, c'est que j'ai été accrédité, j'ai eu une accréditation presse pour assister au salon Vivatech fin mai. Le salon Vivatech a lieu, je l'ai noté, du 22 au 25 mai. Donc s'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont pour objectif et qui ont prévu de se rendre à ce salon, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, on essaiera de se capter là-bas, j'en reparlerai de toute façon sur les réseaux. Moi, mon but, ça va être de documenter un petit peu le salon, donc je vais me balader dans les allées avec une petite caméra et je vais essayer de faire un vlog qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc je suis assez fier parce que l'année dernière, j'avais déjà postulé pour avoir une accréditation presse à ce salon, mais j'avais été refusé. Là, cette année, ça a été accepté. Bon, faut dire que j'ai mis en avant la chaîne YouTube. En général, quand on demande une accréditation presse, il faut dire sur quel réseau, quel type de presse on est. Moi, je suis pas vraiment un journaliste, bien entendu. J'ai un petit média de niche sur YouTube et voilà, sur la newsletter, le podcast que vous connaissez si vous écoutez ça, où je parle d'outils, où je parle de méthodes, de productivité, etc. Donc là, j'ai 4000 abonnés sur la chaîne YouTube, un peu plus. Donc je pense que ça doit être le seuil pour pouvoir être accrédité presse dans un salon de type Vivatech. Voilà. Ou alors ils ont baissé leurs critères d'adhésion ou leurs critères d'éligibilité, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est la première actu. La deuxième actu, c'est que j'ai sorti cette semaine une formation complète pour déployer une stratégie de témoignage, de récolte et d'affichage de témoignages clients pour faire plus de business dans son entreprise. Donc c'est une stratégie qui est souvent sous-cotée dans les sociétés, hein. On laisse ça de côté parce que c'est chiant à faire, ça prend du temps, donc en général on met 2-3 témoignages sur le site web, souvent un peu à la fin, et on laisse ça de côté, alors que c'est une stratégie redoutable pour créer de la réassurance et des éléments de réassurance, on appelle ça en marketing, et ça fonctionne du tonnerre pour récolter des nouveaux clients. Un petit peu au même titre qu'on choisit son resto en allant regarder les avis Google ou sur Netflix en regardant les notes, désormais quand on doit choisir un logiciel, un prestataire de service, on regarde aussi les témoignages et les avis qu'il a sur son site. Donc c'est vraiment pas à laisser de côté. En général, je commence par ça quand je travaille avec mes clients. Entre autres, il y a plein de choses qu'on fait. Et là, du coup, j'ai décidé de créer une formation complète, notamment à travers l'outil Senja. Voilà, ça c'est la deuxième actu. D'ailleurs, il y en a que 2. Voilà. Ça va être assez simple, j'avais prévu 3, mais ça rejoint un petit peu la deuxième actu. Je vais quand même en parler, j'en parle dans la newsletter Coulisses que j'écris tous les dimanches soirs. Ouais, il y en a pas mal des choses, hein. Celle-ci, je l'envoie pas, elle est plus pour moi, c'est un journal de bord. Je l'écris au même endroit que ce podcast, hein, en lien en description. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas. Donc c'est coulisses, les coulisses de la semaine, c'est quoi? C'est que le métier de conseil en stratégie, c'est un petit peu comme ça que je me définis. Alors c'est un peu, j'aime pas trop le terme parce qu'il fait un peu pédant en fait. Mais c'est ce qui s'approche le plus de ce que je fais au quotidien avec les entrepreneurs que j'accompagne. Et ben le conseil en stratégie apporte de la charge mentale. En gros, c'était quoi ma réflexion? Ma réflexion, c'était de dire j'ai eu une entreprise pendant 10 ans. On sait quand on est entrepreneur, il y a des soucis à gérer au quotidien. Quand la société va bien, on est content. Quand ça va un peu moins bien, on a un stress monumental. Même quand ça va bien, on a un stress monumental parce qu'on n'arrête pas d'y penser. Et quand on fait du conseil en stratégie pour d'autres sociétés ou quand on fait du coaching de dirigeants, on appelle ça un peu comme on veut, et ben finalement, on se retrouve avec les problèmes des autres qu'on va appliquer à soi-même. Donc avant, j'avais que les problèmes d'une société et souvent c'était un peu chiant à gérer parce qu'on les gardait le soir et le week-end. Et ben désormais, quand on fait du conseil en stratégie, on a les soucis, les enjeux au quotidien de ses clients. Je pense que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. C'est ce qui me permet aussi d'être efficace dans les conseils que je donne. C'est que je mets ce qu'on appelle un peu skin in the game. Donc, c'est pas vraiment la bonne définition, mais
je mets aussi mes tripes sur la table pour accompagner mes clients du mieux possible. Donc quand il y a des choses qui se passent bien, super, et quand il y a des choses qui se passent un peu moins bien, bah, il y a un peu de charge mentale derrière. Donc on y pense le soir, ça nous réveille la nuit, le matin en se levant, le week-end avec les enfants. Voilà. Donc il va falloir essayer de travailler là-dessus, parce que je compte pas arrêter forcément de faire ça. Peut-être le faire un peu différemment par contre. Ça, j'ai commencé à opérer un petit virage. Voilà. Ça, c'était la troisième actu, assez parlé de moi. Je vais vous partager la stratégie que j'appliquerai en 6 étapes si je devais créer une société aujourd'hui même, le 29 mars, 10h13 quand j'enregistre ce podcast. C'est ma journée préférée le vendredi parce que j'écris la newsletter, j'enregistre le podcast et souvent l'après-midi, je fais un peu autre chose que du boulot. Donc je sors la tête de l'ordi, c'est ce qui me permet d'avoir des idées. Les enfants sont pas là non plus parce que le week-end, il y a les enfants. Du coup, on a un peu la tête dedans avec eux. C'est cool, on passe des bons moments, mais c'est un peu de mal à laisser un peu la place à l'ennui, on va dire. C'est important. D'ailleurs, il y a Maud Alaves qui écrivait une newsletter là-dessus cette semaine sur l'ennui, et je suis un partisan, un fervent défenseur de l'ennui, et on n'en a pas assez dans nos quotidiens avec les smartphones, et c'est vrai que pour avoir de la créativité, il faut un peu de laisser la place dans le cerveau, et pour laisser de la place dans le cerveau, il faut savoir s'ennuyer. Donc le vendredi, moi, c'est ce que je fais. En général, je m'ennuie, et il y a souvent les meilleures idées qui sortent. Donc c'est c'est ma journée préférée. Là, je suis hyper content de retrouver ce petit moment aujourd'hui sur le podcast. Alors, ma stratégie en 6 étapes, elle est assez simple. La première, build-in public. Je documenterai depuis le début, voire même avant le début de l'aventure, tout ce qu'il se passe dans l'entreprise. Même avant que ça devienne une entreprise d'ailleurs. Avant que les statuts soient déposés, avant que l'entreprise soit créée, je documenterai toute l'aventure. La recherche de crédit s'il y a besoin d'un crédit, la recherche de locaux s'il y a besoin de locaux, la recherche de collaborateurs, la rencontre avec ses associés si on ne les connaît pas encore, les discussions, les décisions qu'on prend, je documenterai strictement tout. Voilà. Pourquoi ? Ça sert à quoi tout ça ? Bah, ça va servir déjà à se mettre dans une bonne dynamique, prendre du plaisir à documenter, si toutefois on prend du plaisir là-dedans. Ça va permettre aussi de se montrer, puisque bah, ça fait du contenu, donc on va gagner en visibilité avec des gens qui vont pouvoir suivre l'aventure avant même qu'elle n'existe. Donc ça va permettre de trouver des clients, et ça va permettre aussi de trouver potentiellement des talents qui vont pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise et être certain de rejoindre une boîte qui n'a rien à cacher. Quand on rejoint une société qui crée du contenu en build-in public, qui documente son aventure, ben on sait précisément ce qu'on va trouver. On ne va pas avoir de surprises, on ne va pas avoir de choses cachées. Tout est disponible en public. Donc ce qui est visible publiquement sur Internet, ce sera ce qu'on retrouvera dans la société si on la rejoint. Donc ça permet de trouver des clients et des collaborateurs. Concrètement, comment je ferais ? Bah, c'est assez simple, j'en ai déjà parlé sur un podcast, mais c'est toujours bien d'en remettre une couche. Je sortirai une newsletter journal de bord, donc c'est ce que je fais moi à travers les coulisses. Une chaîne YouTube pour les coulisses aussi, où je ferai des vlogs de ce qui se passe dans la société, je filmerai les séminaires, la vie de bureau. J'écrirai des posts LinkedIn au moins une fois tous les mois ou toutes les semaines au début, quand il n'y a que ça à raconter, parce que bah, au début on n'a que ça à raconter, hein. Il n'y a rien qui est lancé, le produit n'est pas là, le service n'est pas là, on est en train de créer la boîte. Donc à part les coulisses, il n'y a rien d'autre à raconter. Donc j'écrirai des posts LinkedIn là-dessus. Et à terme, j'ouvrirai un open blog, ça se fait de plus en plus, c'est être une société open, on appelle ça, c'est-à-dire que sur une page définie, accessible, tout le temps, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a les stats de la société qui sont disponibles avec un tableau de bord dynamique qui se rafraîchit toutes les X secondes et qui est disponible au vu et au su de tous. Voilà, ce que je sortirai. Ce sera ma stratégie build-in public pour le premier point. Le deuxième point, j'essaierai d'appliquer une stratégie marketing bien huilée, celle que j'ai eu l'occasion d'éprouver pendant 10 ans. Et quand je la raconte, les gens me regardent avec des grands yeux écarquillés, ils se disent: «Non mais ça fonctionne ça? C'est un peu bizarre quand même». Bon, il y en a de moins en moins quand même parce qu'il y a de plus en plus de réussites qui se partagent autour de cette stratégie-là. C'est une stratégie de contenu, tout simplement. Donc je miserai la plus grosse partie de l'énergie sur la création de contenu. C'est long, ça prend du temps, la stratégie met du temps à se déployer, elle met du temps à avoir les premiers résultats, mais une fois que c'est fait, c'est indéboulonnable. Quand on fait la prospection, c'est le contraire de la stratégie de contenu, inbound, outbound marketing. Quand on fait de la prospection, parfois on n'a pas le choix de démarrer par ça, bien entendu. Donc c'est bien d'avoir une stratégie de prospection au début pour pouvoir faire du contenu sereinement sans avoir la pression des chiffres qui ne tombent pas tout de suite, parce que quand on fait du contenu, on n'a pas les résultats immédiatement, hein. Il faut que ce soit référencé, il faut que les gens apprennent à nous avoir dans leur paysage, etc. C'est pas instantané. Donc ce que je ferais, c'est que j'aurais une stratégie d'acquisition outreach, par exemple avec du LinkedIn, des choses comme ça. Là, je suis pas un spécialiste là-dessus, je suis sûr qu'il y a meilleur que moi pour en parler, mais je le ferai juste temporairement pour me laisser la place. Moi, je prendrai une agence pour ça si j'ai un petit peu de budget au début, et ça me laisserait la place
pour les gens internes, donc moi, les associés, les collaborateurs s'il y en a, pour créer du contenu sereinement. Voilà. Donc, pas la pression d'avoir les premiers résultats grâce au contenu parce qu'il y a l'outreach qui tourne, et à la fois, petit à petit, on baisse l'outreach quand le contenu prend le relais, et à la fin, on n'a plus qu'une stratégie de contenu pour faire de l'acquisition. Concrètement, comment je ferais pour ça? Déjà, je définirais la mission de la société, à quoi elle sert, quel est son rôle, quelle est sa mission le matin, la société, elle se lève pourquoi? Pourquoi les collaborateurs de la société se lèvent plutôt, pas la société, elle se lève pas, bien sûr, vous avez compris. Donc la mission, une fois qu'elle est définie, on la placarde, on trouve des sujets qui découlent de la mission, et on répond à cette mission grâce aux sujets qu'on a trouvés, à travers le contenu concret. Donc concrètement, je ferai quoi? Je ferai une vidéo métier par semaine sur YouTube, 2 tutos par semaine sur le produit ou le service que je vends. Donc si une verticale produit ou une verticale service, je rentre un peu plus dans le détail en faisant des tutos dessus. Donc il y a la formation, le tuto métier qui est plus généraliste pour essayer de ratisser large, et après il y a les petits tutos par usage. Si vous vendez un logiciel, vous faites des petits tutos dessus toutes les semaines, c'est assez pratique, ça marche bien. J'écris un article de blog par semaine aussi, où je ferai peut-être une rétrospective un peu des sujets que je traite par ailleurs. Une newsletter orientée média de niche, donc il faut devenir un média, même si c'est un média de niche et qu'on devient un média de niche, c'est important de délivrer de l'information intéressante. Donc je repartirai de la mission à laquelle j'essaye de répondre grâce à la société que je crée, et j'écrirai une newsletter qui répond à cette mission, en me disant à la fin de chaque post que je crée, que ce soit la newsletter, la vidéo, est-ce que mon audience a appris quelque chose en me lisant ou en me regardant? Si la réponse est oui, je publie. Si la réponse est non, j'essaye de changer d'axe pour toujours continuer à apporter de la valeur. Il ne faut pas se tromper. Il y a des gens qui créent du contenu sur LinkedIn, qui est du contenu qui va faire du volume, qui va faire du reach, qui va faire des likes, qui va faire des commentaires. Mais c'est pas toujours du contenu qui convertit. Le contenu qui marche le plus sur LinkedIn, c'est du contenu creux. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est un réseau social. Ne nous trompons pas. C'est pas un réseau, certes, c'est un réseau social professionnel, mais c'est un réseau social avant tout. Un réseau social, ça sert à quoi? Ça sert à se divertir. Quand on est diverti, on met des likes, on met des commentaires. Mais les gens qui mettent des likes et des commentaires sont pas les gens qui vont acheter vos produits ou vos services. Donc, chaque post que j'écris sur LinkedIn, chaque vidéo YouTube, il y a des vidéos YouTube entertainment qui servent à divertir aussi, il y a des posts LinkedIn qui servent à divertir. Je laisse ça aux gens qui ont choisi d'en faire un métier, ça s'appelle de l'entertainment. Les Squeezie, les Michou, sur LinkedIn, il y en a d'autres, je les citerai pas, parce que je pense qu'ils n'assument pas eux-mêmes de faire du divertissement. Moi, j'ai 1700 abonnés sur LinkedIn, j'en ai pas beaucoup. Je pense que la majorité des gens qui me suivent en ont plus. Néanmoins, j'ai un profil qui convertit. Je trouve des leads grâce à LinkedIn parce que chaque post apporte de la valeur concrète. Si vous apportez de la valeur concrète, les gens ne likeront pas, ils iront vous contacter directement en message privé. Tout simplement. Et c'est possible avec 1500, 1700 abonnés, tant qu'on écrit des choses et qu'on publie des choses en contenu qui intéressent les gens. Voilà la stratégie que je ferai concrètement. Donc, l'objectif, c'est quoi? Devenir un acteur incontournable du secteur, trouver des clients sans les démarcher. Et une fois que la stratégie de contenu est en place, même si on arrête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, les clients continuent toujours d'arriver. Si on a une période de rush sur une année et qu'on a besoin de se concentrer sur autre chose pendant 2-3 mois parce qu'il y a besoin de faire un gros focus ou de partir en vacances, la stratégie de contenu qu'on a déjà créée, pour autant qu'elle soit evergreen, donc toujours verte, c'est-à-dire toujours disponible et à jour dans le temps, eh ben, elle continuera de tourner, elle continuera de vous apporter des prospects. Donc la stratégie de contenu, pour moi, est largement supérieure à la stratégie outbound de prospection, puisque le jour où vous arrêtez de prospecter, vous n'avez plus de clients, c'est instantané. Vous arrêtez de prospecter le vendredi soir, le lundi, vous n'avez plus de clients. Vous arrêtez de créer du contenu le vendredi soir, le lundi, vous avez toujours des clients. Le mardi, vous avez toujours des clients. 2 semaines après, 3 semaines après, 3 mois après. Bien sûr, au bout d'un moment, il faut reprendre, parce que c'est pas inépuisable, mais c'est une stratégie pour moi evergreen et la plus efficace possible. Voici ce que je ferai en deuxième. En troisième position, je déploierai pas les outils trop tôt. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire et j'essaie de prendre mes cachets et je les ai pas pris lorsque j'avais la société, c'est de déployer des outils à tire-larigot. Au début, il n'y a pas besoin de ça. Au début, la seule chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est l'acquisition client. Chaque seconde, chaque minute qu'on passe sur l'entreprise quand on se lance, elle est dédiée à 2 choses, voire même une seule chose: mettre son produit sur le marché, trouver des clients, une stratégie go-to-market, pourquoi pas développer un peu le produit et le service. Mais une fois qu'on est lancé, c'est focus marketing, focus sales. Déployer des outils pendant 2 semaines pour se rassurer sur
j'occupe mes journées, je travaille sur le projet, ça me rassure, j'ai pas besoin d'aller chercher des clients, je suis content, je suis dans ma zone de confiance, bah ça fait pas avancer le schmilblick. Tandis que si vous prenez votre téléphone, j'en sais rien, ou si vous prenez euh, votre plus belle plume pour écrire du contenu, là vous faites avancer les choses. Mais si vous déployez pendant 2 semaines un CRM, vous perdez du temps. Donc au début, ce que je ferais, moi, c'est que je mettrais tout sur Notion. Je crée un espace de travail Notion, je mets tout dedans. Le wiki, le CRM, la to-do list, les projets, les supports, tout sur Notion. Et quand ça commence à être trop limité, bah, je déboulonne Notion et je rajoute un CRM. J'enlève la partie sales de Notion, je la mets sur un CRM. J'enlève la partie projet, je la mets sur un outil Customer Success, etc., etc., petit à petit. Mais au début, franchement, il n'y a pas besoin de tout ça. La seule chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est trouver des clients. Donc les outils, on verra après pour jouer. Hein. Déployer des outils, c'est un hobby. C'est une de mes passions, hein, j'en parle sur la chaîne YouTube. Mais quand j'interviens chez des clients, chez des prospects, ou pour moi-même si je devais recommencer une société, bah, je ne déploierais pas forcément tous les outils dont je parle sur la chaîne. Je sais qu'ils vont servir à certaines personnes qui sont déjà plus matures, qui sont déjà plus évoluées dans leur process entrepreneurial. Leur entreprise est un peu plus vieille, on va dire, donc ils vont potentiellement avoir besoin des outils. Par contre, quand on se lance, il faut faire abstraction de tout ça et se concentrer sur l'essentiel. Quatrième point, assez clivant en général, mais j'en parle et j'assume d'en parler. Je ne prendrai pas de bureau. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve que la vie de bureau mal maîtrisée, c'est un frein à la productivité et ça augmente le stress. Parce qu'on est constamment dérangé et il y a plein de limites à travailler dans un bureau. Par contre, vous verrez qu'il y a des conditions et des choses à mettre en place pour que le remote 100% fonctionne bien. Mais en tout cas, je ne prendrai pas de bureau. C'est quasiment certain. Ça me permettrait aussi de trouver des talents partout en France. Alors bien sûr, je prendrais des gens qui soient quand même pas trop loin d'un point de ralliement, 2-3 heures en train, si possible, pour qu'on puisse se voir quand même assez souvent en dehors du cadre quotidien de Slack ou de Discord. Et la stratégie pour ça que je mettrai en place concrètement pour qu'une stratégie 100% remote fonctionne, c'est que je dédierai un budget mensuel au télétravail pour chaque personne de l'équipe. Hein, c'est pas parce qu'on bosse chez soi qu'il faut pas donner un budget à chaque personne. Ça, c'est une grossière erreur que j'ai faite pour le coup. Je donnerais 200, 300, 400 euros, j'en sais rien, à chaque personne pour que elle puisse soit se payer des coworking quand elle en a besoin, soit s'installer proprement. Alors bien sûr, je pourrais avoir un pack aussi où je donnerais à tous, bien sûr, une chaise de bureau bien efficace, un bureau assis debout, enfin des choses comme ça. Le mieux, c'est de donner un budget, comme ça chacun s'équipe un peu comme il veut, et vous avez quelque chose d'équitable. Donc vous donnez un budget et chacun en fait ce qu'il veut. Parce que si vous dites, allez, on va donner une chaise ergonomique à tout le monde n'a pas besoin de chaise ergonomique. Il y en a certains, ils s'en foutent ou ils sont déjà très bien installés. Si vous donnez un budget fixe, les gens en font ce qu'ils veulent derrière, et c'est plus équitable, je trouve, de faire comme ça. Ça, c'est la première chose. Je donnerai un abonnement coworking, ou alors on piocherait dans le budget, un abonnement coworking pour que les gens puissent, quand ils en ont marre, ils se sentent trop isolés à la maison, et je sais ce que c'est parce que je l'ai été pendant longtemps et je le suis toujours, avoir la capacité d'aller dans un coworking n'importe où on se trouve. On prend une chaîne de coworking qui est à peu près partout en France, et ça permet déjà de simplifier la vie des gens qui vont devoir gérer ça en administratif pour la société, d'avoir un seul abonnement coworking pour tout le monde, et après pour les collaborateurs, les collaboratrices, qui puissent se poser quand ils en ont marre d'être chez eux dans un espace. Quoi. Ça, c'est hyper important. Dès que la société ferait un peu d'excédent de trésor, donc si la société marche bien, qu'elle fait du résultat, qu'elle dégage de la trésor, j'essaierai le plus tôt possible d'acquérir une maison pour la société. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc que tu nous sors ? Ça, c'est un projet que j'avais toujours eu en tête. J'ai jamais réussi à le faire dans la société que j'avais pendant 10 ans, malheureusement. J'aurais adoré le faire. Et je pense que ça résume bien aussi un autre constat, c'est que dans une société, quand on s'amuse plus, quand on lance plus des projets marrants de ce type-là, c'est que quelque chose ne va pas. Et donc là, moi, j'aurais adoré lancer ce projet-là, donc acquérir une maison en France, dans un endroit cool, accessible facilement en train, stratégique un peu au milieu de tout le monde. Si vous avez des gens qui sont un peu partout en France, vous mettez ça au milieu. Alors il faut que ce soit accessible en train, c'est pas toujours le centre de la France, c'est pas toujours accessible en train. Donc un endroit stratégique à Lyon, à Paris, enfin bref. On trouve, quand on veut, on trouve. Et je donnerai les clés à tout le monde, et chacun pourrait déclencher des off-site avec son équipe, tout seul, avec toute la société, pour sortir un peu de ce quotidien. Et qui dit 100% télétravail ne veut pas forcément dire ne pas se voir et ne pas se parler. Je sais de sources sûres pour l'avoir testé que si on se voit une fois par semaine dans un cadre, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois dans un cadre différent, avec de l'espace
pour laisser la place à des discussions informelles, pas forcément être dans son quotidien de travail de tous les jours. Si vous vendez des prestations de services, par exemple, vous faites 2 jours par mois ou 2 jours par trimestre dans laquelle vous mettez pas de prestations de services et vous laissez les gens juste travailler entre eux sans rien d'autre. Ça, c'est super efficace. Pardon. Vous avez les toux, vous avez les déglutissements, vous avez tout. J'ai décidé de plus couper ce podcast. Je l'ai préparé, bien entendu, pour que ce soit quand même digeste et audible et agréable à écouter, mais je ne coupe plus et j'essaie d'être quand même assez efficace dans ce que je dis. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ferai, qui me tient à cœur, et je laisserai vraiment la possibilité aux gens de se retrouver assez régulièrement pour qu'ils puissent avoir des moments de vie. Voilà. Au quotidien, pour bosser efficacement, on n'a pas besoin forcément de ce genre de moments, mais il faut quand même qu'ils existent. Voilà. Au quotidien, chacun chez soi ou dans un cowork si on n'a pas la possibilité de travailler chez soi, full focus pour avancer, avec une stratégie de communication asynchrone éprouvée, et de temps en temps, bien sûr, se retrouver, faire des séminaires, faire des off-sites, c'est hyper important. Mais je ne prendrai pas de bureau. Voilà. Ça permet de laisser la possibilité aux gens de travailler d'où ils veulent, tant qu'ils sont à 3 heures, 2-3 heures de Paris, de 3 heures les uns des autres, peu importe, assez proches, ou 2-3 heures de cette fameuse maison. J'ai dit de Paris parce que le siège de la société dans laquelle j'étais était à Paris, donc c'est pour ça, c'est des réflexes. Voilà. Donc, ça me permettrait aussi de recruter les meilleurs talents sans me soucier de leur position géographique. Si par exemple le siège est à Paris et que vous voulez recruter en ayant des bureaux, en disant aux gens venez 3 jours par semaine au bureau, bah, vous êtes obligé de recruter des gens à Paris. Et tous les meilleurs talents ne sont pas à Paris, qu'on se le dise. Voilà. Et je miserais surtout en faisant ça sur l'épanouissement de chacun, puisque ça permettrait d'allier le meilleur des deux mondes, la vie en télétravail pour se concentrer, la vie de bureau à travers cette fameuse maison et ses off-sites et des coworking pour la partie émulation. Voilà. Bien entendu, je vérifierai en amont, au moment des recrutements, que le télétravail est quelque chose qui colle avec les valeurs de la personne, parce que ce sera le télétravail et le 100% remote seront inscrits dans les valeurs de l'entreprise, bien entendu. 5e point, donc c'est l'avant-dernier, je me ferai confiance sur les embauches. J'appliquerai la règle qui dit il faut se faire confiance pour savoir qui il ne faut pas embaucher, mais il ne faut pas tout miser sur la confiance pour savoir qui il faut embaucher. Je sais pas si c'est clair mon truc, mais pour savoir qu'on ne doit pas prendre quelqu'un, on peut se faire confiance, parce que le feeling est important. Par contre, pour savoir si on doit choisir quelqu'un, il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut déjà valider le feeling pour savoir qu'on prend quelqu'un, et après, on doit valider aussi d'autres choses. Est-ce qu'il faut faire des tests d'aptitude? Est-ce qu'il faut creuser avec un workflow? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ce que je dis simplement, c'est que je me ferai un peu plus confiance sur les embauches. Comment je ferai ça? Je définirai clairement les valeurs de la société, qu'elles soient connues, affichées, encadrées, peu importe. Alors pas encadrées parce qu'il n'y a pas de bureau du coup, mais qu'elles soient affichées en gros sur la page d'accueil du Discord ou du Slack, que ce soit la première chose qu'on voit, ce sont les valeurs. Et quand je rencontre des gens, je m'assurerai que ces personnes, avant toute considération professionnelle, de compétences, de soft skills, de hard skills, je m'assurerai que les valeurs collent entre nous, parce que c'est souvent des problèmes de valeurs derrière qui peuvent déclencher des petits ajustements nécessaires. Voilà, je m'assurerai de ça, et le reste, en général, ça a tendance à suivre naturellement. Et le 6e point, qui est un peu le 6e point bonus, ça c'est quelque chose que je ferai moi, mais que je conseille ou pas aux gens, aux autres de faire. C'est assez personnel, mais je voulais en parler, c'est que je donnerai 1% du CA de la société, donc le CA, bien sûr, pas le résultat après impôt, pas les dividendes ou quoi que ce soit, le CA, donc avant même qu'il y ait eu l'imposition sur la société qui soit passée dessus, pour des causes. Voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire de développer, pour des causes associatives, pour des causes environnementales, pour des causes, que sais-je, des causes qui seraient décidées peut-être tous les ans, de façon collégiale avec tout le monde, pour que la cause parle le plus possible, ou alors que ce soit la cause des dirigeants, ou que ce soit une cause qui soit inscrite dans les valeurs. Si c'est l'écologie, par exemple, moi ce serait plutôt ça, 1% force de planète, ce serait inscrit dans les valeurs, et tous les ans ce serait ça. Ça permet de donner du sens. Si tout le monde est bien payé, si tous les investissements ont été faits, les fournisseurs ont été payés, les salariés sont bien payés, les dirigeants sont bien rémunérés à hauteur de... Voilà, tout est bien réglé, et c'est nécessaire, une fois que ça c'est réglé, et qu'il y a un équilibre qui se crée sur la société, et qu'elle commence à dégager de la trésorerie, de donner une partie, je trouve, ça permet de donner du sens, et de se rattacher à des causes communes, et pourquoi pas faire des actions autour de cette cause aussi, au quotidien, avec les collaborateurs, donc des actions associatives autour de cette cause, pour donner en plus de la partie financière, de la partie humaine et de la partie en temps. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, et ça permet d'avoir au quotidien
une raison d'exister autre que le business qu'on traite au quotidien. Encore mieux si vous avez une société qui répond à une cause de par sa nature et de par ses produits et ses services, tant mieux. Malheureusement, toutes les sociétés ne permettent pas, tous les business ne permettent pas de le faire. Il y a une utopie qui dit qu'il faudrait créer que des sociétés avec du sens. Bon, c'est pas toujours possible malheureusement, donc tant qu'à faire, essayez de mettre du sens aussi par ailleurs pour rallier les gens de l'équipe. Si vous avez partagé vos valeurs et vos valeurs sincères, en général, vous les avez écrites. Si dans vos valeurs, vous avez les causes auxquelles vous croyez, il suffit simplement que vous embauchiez des gens qui croient aux mêmes valeurs, et puis ce sera assez facile de donner de l'argent sur le chiffre d'affaires et de donner aussi de son temps pour ces causes-là. Voilà. Je crois que c'est un des épisodes de podcast où j'ai pris le plus de plaisir, au cours duquel j'ai pris le plus de plaisir. Je trouve plus mes mots, voilà. Il a fallu que j'attende la fin de l'épisode pour bafouiller. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, parce que je l'ai écrit un petit peu avant. Je ne l'ai pas récité, mais je l'ai écrit, parce que ça permet quand même de délivrer un message intéressant. Voilà. Je sais que c'est pas forcément un podcast, journal de bord. Je continue quand même de délivrer de l'information. Il y a d'autres podcasts journal de bord qui délivrent aussi des choses intéressantes. Je les citerai pas ici. Mais voilà, moi, j'essaie quand même de garder une trame. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais bon, abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Toutes les semaines, il y a quand même un axe autour d'un sujet bien précis, donc n'hésitez pas. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, une petite note si vous arrivez à trouver la notation sur Apple et sur Spotify, c'est un peu plus simple je crois. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!